Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Est-ce qu'il faut interdire l'abattage sans étourdissement, comme c'est le cas pour la production de viande halal et cachère? Non, 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 non! J'étais couché, j'en savais rien quand elle arrive lundi matin. La vieille baguette me loge, un cri, elle me tord les cheveux, pas me sort du lit. Cauchemar, mauvais sang. Cochonnerie, cochonaille, cochon fait bonne ripaille, cochon glouton, attention, tu sens le saucisson. Nous sommes en guerre. Et oui, vous demandez, mais que vient faire le cochon dans cette galère? Eh bien, vous allez voir, on va en parler avec un agriculteur qui a une histoire extraordinaire, à la fois dramatique, terrible, mais passionnante et tellement symbolique. On va en parler, mais auparavant, on va parler du village Potemkin. Vous allez me dire, mais c'est quoi le village Potemkin? Vous savez, c'est quand, en Russie par exemple, quand le tsar passait, il fallait pas montrer les gueux, les affamés, etc. Donc on faisait des villages magnifiques, des parois comme ça, formidables, repeints en rose, et puis ils ne voyaient rien. Et là, apparemment, ce n'est pas la même chose, mais quand même, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est bientôt, comme vous le savez, eh bien, on déplace, que ce soit des SDF, ou que ce soit des gens qui craquent un peu, que ce soit des migrants, enfin, des gens, vous savez qu'il faut pas voir, vous savez, des espèces de rassemblements, des poubelles comme ça, des tentes quechua. Ça fait mauvais genre pour les millions de touristes qui vont arriver pour regarder les exploits sportifs. Donc, faut pas les voir. Et apparemment, on est en train de les éloigner, de les expulser. On ne sait pas s'ils reviendront. Et des associations s'en sont émues. Donc, on va en parler, effectivement. Et puis on va parler, évidemment, de ce qui se passe avec la France Insoumise, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est beaucoup mieux que le Cirque Pinder, franchement, branchez-vous. C'est très, très, très intéressant en ce moment. Ça donne une excellente idée de la représentation française et de nos chers élus, en tout cas de certains d'entre eux. Et en seconde partie, nous allons recevoir, et on l'a déjà reçu, comme vous savez, l'anthropologue suisse Jean-Dominique Michel, qui vient de publier un livre passionnant, La fabrique du désastre. Oui, c'est à propos de ces années Covid-19 que nous avons tous vécu. Et il a fait un livre bourré d'informations, et à l'heure où les États-Unis, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais quand même qui ont cette formidable vertu des contre-pouvoirs, et mettent sur le grill le Dr Fauci et tous les responsables, effectivement, de la gestion de Covid aux États-Unis, eh bien on va en parler longuement, comme d'habitude. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et oui, je ne suis pas le seul. Les responsables des Jeux Olympiques sont dans tous leurs états, car ils veulent une ville propre, une Île-de-France propre, etc. Même si ça ne l'a pas été depuis quelques années. Écoutez, il est temps de faire le ménage, mais quand le ménage s'appelle un peu de nettoyage social, qu'est-ce que ça veut dire? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Eh oui, casse-toi, tu peux, marche à l'ombre, c'est vrai, là, quand vous consommez comme c'est drogué, SDF, etc., c'est vrai, on n'a pas tellement envie de les voir, quoi, soyons clairs. Et surtout quand il y a un événement mondial, planétaire, comme les Jeux Olympiques. Alors, il y a un collectif d'associations qui regroupe plus d'une centaine d'associations, a écrit un rapport qui est paru avant-hier. Et il parle de nettoyage social. C'est quand même gros, le nettoyage social qui serait mis en place au cours des 18 derniers mois pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, bien sûr, et fustige l'intensification des expulsions. Alors, de quoi s'agit-il? On en parle avec Paul Allozy, qui est porte-parole du collectif Le Revers de la Médaille et qui est coordinateur à Médecins du Monde. Alors, Paul Allozy, de quoi s'agit-il? Franchement, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont en train d'être déplacées de la capitale et autres. C'est ça, on l'a publié dans notre rapport avant-hier, mais tous les chiffres de l'expulsion sont à la hausse. En fait, il y a une espèce de pari carte postale qui est en train de se préparer avec l'arrivée des Jeux.
toutes les caméras du monde entier vont regarder la France. Et donc on s'est dit qu'au lieu d'utiliser ça comme un levier pour montrer de la solidarité envers les plus fragiles, parce que quand même la manière dont on traite les plus fragiles dans une société, ça en dit long sur comment va cette société. Et ben là en fait ce qui se passe, c'est de l'expulsion, de l'invisibilisation, du harcèlement. En gros, le nettoyage social, c'est une double dispersion. C'est les personnes sans abri, celles qui sont dans les squats, dans les bidonvilles, celles qui font pas bien sur la photo. Soit on les envoie plus loin dans la région, on les disperse, on leur dit « Attendez, là, vous êtes au bord de la Seine, c'est la cérémonie d'ouverture, il faut partir ». Soit carrément on leur dit « Attendez, on a des solutions pour vous, c'est dans une autre région, vous pouvez y aller ». Et en fait, on donne pas plus d'argent à ces autres régions pour les accueillir. Et donc, ils y restent quelques semaines, des fois quelques mois. Et puis, il y a des gens qui reviennent après à Paris. Alors juste concrètement, mais quand vous avez ces chiffres, comment vous dites 12 500 à peu près, etc. Comment vous avez obtenu ces chiffres? Alors, nous on est des assauts de terrain, on est plus d'une centaine. Dès qu'il y a une expulsion quelque part, dès qu'il y a même juste une personne sans abri dans une rue qui se fait dégager et qui disparaît, nous on compte tout. C'est des données empiriques, on bosse avec des chercheurs, des sociologues qui nous aident à les compiler. Après on les envoie à l'Observatoire des expulsions de Rome Europe. Et ensuite on a ces chiffres qu'on compare avec ceux du gouvernement. Et donc eux, ils peuvent pas contester nos chiffres. D'ailleurs ils l'ont pas fait cette semaine, ils sont pas là pour en parler. 12 500 personnes expulsées, ça veut dire, voilà, et soit expulsées de leur lieu de vie, soit de l'endroit où elles étaient dans la rue. Et parmi ces 12 500, il y en a 5 200, donc un peu moins de la moitié, qui ont été envoyés vers les fameux SAS régionaux. Donc c'est 10 lieux ailleurs en France où ils sont pris en charge 3 semaines. Un peu partout en France. Un peu partout en France, ouais, c'est ça. Alors, comment ça se passe concrètement? On vient leur dire, écoutez, il vaut mieux que vous ne restiez pas là. Est-ce que, c'est la police qui vient? Comment, très concrètement, ça se passe comment? Moi, j'étais la nuit et le matin à chacune des expulsions des plus gros squats de France, celui d'Unibéton à côté du village olympique et celui de Vitry-sur-Seine. Déjà, il faut se dire que les gens vivent là depuis des années, donc la veille au soir, vous avez... oui, c'est pas un squat d'il y a une semaine, 3 jours. C'est des gens qui sont là depuis des années, beaucoup ont des papiers et beaucoup travaillent. Donc il y a une grande hypocrisie et un discours assez nauséabond envers les personnes migrantes et sans papiers, mais c'est eux qui construisent sur les chantiers des JO, c'est eux qui retapent vos apparts pour pas cher, c'est eux qui vous livrent vos repas Uber Eats. Enfin, je veux dire, ils bossent, quoi. En même temps, sans papier, il y a un problème. Enfin bon. Et c'est pour ça qu'on devrait les régulariser. En tout cas, c'est ce qu'on propose nous. C'est ce que vous dites. Et donc, ces personnes-là, voilà, moi j'étais au squat Unibéton, on prévient les personnes. Déjà, moi du haut de mes 29 ans, je me retrouve à dire à 500 personnes, demain vous devez partir. Donc là, c'est la panique. Les gens, ils ont un petit appartement dans ce squat ou une tente. Ils essayent de tout faire rentrer dans une valise. Le matin, faut attendre 6 heures parce que la police peut pas intervenir avant 6 heures. Donc on essaye de parler avec les forces de l'ordre. Ils nous répondent pas forcément. Ils nous aveuglent avec des lampes. Et là, à 6 heures, ils rentrent. Ils nassent les lieux. Eux, ils ont des consignes très claires. Ils doivent sécuriser le bâtiment. Donc c'est impressionnant, hein. Quand il y a un bâtiment qui se fait entourer, ils doivent revenir avec des policiers du GIGN sécuriser les toits. Mais alors, ils amènent il y a des bus qui viennent pour les déplacer. Comment ça se passe? Voilà. Et donc là, ensuite, il y a les fameuses orientations sur consentement des personnes. Une fois que les gens ont été nassés et qu'ils doivent partir, on leur dit, il y a des bus. Si vous répondez à certains critères, vous pouvez monter dans ces bus. Et on les envoie majoritairement dans d'autres régions plus loin. Et les autres, on leur dit, si tu refuses de monter dans ce bus ou si tu réponds pas aux critères, tu retournes dans la rue. Ce soir, tu iras dormir ailleurs. Et il y a beaucoup de SDF aussi concernés. Parce que les SDF, vous savez, on nous avait promis en 2017 qu'il y aurait plus un seul SDF dans les rues de Paris ou de France d'ailleurs, et de France et Navarre. Bon, on connaît les résultats. Mais ces SDF-là aussi, on les ramasse. Alors, ces SDF, c'est la partie sur laquelle le gouvernement fait de la com, parce que voilà, même la ministre, Madame Oudéa-Castéra, disait fièrement à Combini il y a encore quelques jours, il y aura un héritage social de ces Jeux. On a créé 300 places pour les sans-abri qui vivent à proximité des sites olympiques. Et donc c'est vrai, ils sont en train de créer 300 places. Pour l'instant, il y en a 50 de ces places qui sont occupées. C'est une bonne chose. Mais ils en ont supprimé 3000 l'année d'avant dans les hôtels sociaux du 115 de l'Île-de-France pour faire de la place pour les touristes. Donc on nous vend 300 places, très bien, mais on nous en supprime 3000 derrière. C'est vraiment hyper hypocrite. Alors, à votre avis, donc ça va durer, puisqu'il y a les Jeux paralympiques après, donc ça va durer jusqu'en septembre, c'est ça? C'est ça. Là, on part sur 3 mois, du 15 juin au 15 septembre. Nous, on a même des dispositifs qu'on a demandé de déplacer parce qu'on était devant l'hôtel de ville. On va aller place de la Nation. On va avoir 3 mois hyper intenses. Et ce qu'il faut comprendre au-delà des chiffres, si je peux vous donner quelques petits exemples de virée, ce nettoyage social, c'est ce monsieur sans abri dans le 15e qu'une maraude avait mis des années à créer du lien avec lui, qui avait sa tante à un endroit depuis des années. Du jour au lendemain, sa tante disparaît.
disparaît et l'équipe de maraude apprend qu'il est mort sur un banc seul le lendemain. Le nettoyage social, c'est cette femme victime de traite, donc qu'on force à se prostituer au bois de Vincennes et qui maintenant, avant il y avait des policiers qui passaient pour les sensibiliser pour des parcours de sortie de traite. Maintenant les policiers ont des consignes, ils ouvrent les camionnettes, ils les attrapent par les jambes et ils les emmènent en rétention alors qu'elles sont en sous-vêtements. En fait, c'est des vies individuelles, des gens qui ont déjà des parcours de vie difficiles, cabossés et qu'on va encore plus maltraiter, quoi. Mais vous savez, la question que je me pose, vous parlez des travailleuses du sexe qui sont donc effectivement le bois de Boulogne, il faut nettoyer le bois de Boulogne. Mais pourquoi on s'en prend pas quand même, et il y a là-dedans des migrants et d'autres, aux proxénètes? Pourquoi on s'en prend pas au trafic? C'est ça. Et vous devriez intervenir là-dessus, vous, les associations. Ben nous, en tout cas, nous, ce qui compte, c'est la santé des personnes. Et c'est là-dessus qu'on est compétent. Nous, avec nos médecins, on va pas aller chasser des trafiquants ou des proxénètes. Nous, ce qui compte, c'est que toutes ces personnes-là, quoi qu'on pense de ces personnes, qu'elles soient identifiées comme roms, usagères de drogue, travailleuses du sexe, migrantes ou sans-abri, nous, on a des équipes médicales, des équipes sociales qui sont auprès de toutes ces personnes. Bien sûr. Et c'est ça qu'on aurait dû montrer pendant ces Jeux. Ça fait quand même l'honneur de la France, cette solidarité-là. Oui, mais ça fait pas bien sur le tableau. C'est ça, le problème. Merci beaucoup. Merci, en tout cas. On va suivre ça, bien sûr, et on va voir comment tout ça se passe. Mais c'est intéressant parce qu'il faut en parler. Vous avez eu raison d'en parler. Il ne faut pas faire ça en catimini et semblant que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Merci pour votre invitation. Merci Paul Alozzi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Le Revers de la Médaille et aussi vous êtes coordinateur de Médecins du Monde. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et dans un instant on va parler agriculture. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. À l'heure où certains agriculteurs bloquent la frontière franco-espagnole, en tout cas une partie de la frontière, une histoire exemplaire, une histoire assez terrible, une histoire dure, une histoire passionnante. Ça se passe à Montjols, dans le Tarn-et-Garonne. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. C'est bien que le cochon, le cochonaille, etc. Et c'est vrai, hein. Et c'est vrai qu'on aime ça, soyons clairs. Hein. Je veux dire, c'est un des plaisirs alimentaires de la vie. Et en même temps, je voudrais rappeler ce qui s'est passé. Et on l'a tous vu, vous l'avez tous vu sur les écrans de télévision, vous l'avez tous vu en images sur les réseaux. C'était le premier jour du Salon des agriculteurs, du plus récent Salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Emmanuel Macron était là pour inaugurer. Et on a vu ces images, mais écoutez déjà le son. On tape pas, on lève les mains. On tape pas, on lève les mains. C'était vous, Jean-Guillaume Mercadal, pardon, excusez-moi, Pierre-Guillaume Mercadal. On vous a vu effectivement en train de fendre, vous êtes vraiment très très grand de taille, vous verrez en train de fendre le cordon des CRS tranquillement en disant on tape pas, très pacifiquement, on tape pas, on lève les mains. Et effectivement, j'ai voulu en savoir plus sur vous. Et cette histoire est absolument, je dirais à la fois triste et exemplaire et formidable par ce qui s'est passé ensuite. Alors, bonjour d'abord, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Berkov et merci pour l'honneur d'être dans votre émission dont je suis aficionado depuis de nombreuses années. Merci à vous. Merci à vous. Alors vous êtes donc éleveur de cochons laineux à Montjols dans le Tarn-et-Garonne, dans le sud-ouest hein, bien sûr. Et on va raconter, je voudrais surtout que vous racontiez ce qui s'est passé. Alors d'abord vous avez eu quelques difficultés, je rappelle comme ça rapidement, quand vous êtes installé en 2017, il y avait un chemin privatisé dont un lord anglais avait effectivement, il avait une très grande bâtisse, on avait pratiquement privatisé ce chemin. Bon, il y a eu des problèmes, mais ça s'est arrangé ensuite. Et il y a eu aussi, et ça a été alors beaucoup plus grave, et je voudrais que vous racontiez, donc vous avez fait un élevage de cochons laineux, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Donc j'ai monté un élevage de cochons laineux, ça fait maintenant bientôt 7 ans. Oui. Et effectivement, je me suis heurté à de très nombreux problèmes. Alors, bon, dans le laps de temps qui m'est imparti sur vos ondes, mais on pourra pas en faire le tour. Pour ceux que cette histoire peut intéresser, ils peuvent nous retrouver aussi bien sur YouTube qu'Instagram. Ça s'appelle La Ferme des Cochons Laineux. Voilà. D'accord. Mais non, mais c'est bien. La Ferme des Cochons Laineux sur Instagram. Oui. Sur YouTube, pardon. Oui. Donc dans l'idée, c'est allé jusqu'à récemment l'empoisonnement de mon cheptel, mais en fait le problème, pour faire très court et concis, c'est que je me heurte au baron de l'Occitanie, un certain Jean-Michel Baillet, pour ne pas le citer, mais voilà, je dénonce un certain scandale de corruption pour lequel je ne suis toujours pas poursuivi en diffamation. Qui a été repris un petit peu dans la presse, mais timidement, vu que ce monsieur est le premier patron de presse régionale de France. La Dépêche du Midi, bien sûr. Vice-président du syndicat de la presse écrite, qui s'occupe en gros de négocier les subventions pour la presse écrite. Donc il est absolument intouchable. Donc je suis en guerre absolue avec ce monsieur qui me poursuit aujourd'hui pour cyberharcèlement. Donc à titre de comparaison, j'ai parlé de lui dans 5 ou 6 vidéos réponses sur mes réseaux sociaux. Et son journal, La Dépêche du Midi, a fait près de 40 articles sur mon affaire sans jamais se déplacer chez moi ni me demander mon avis. Passons. Ça a été, j'ai vécu de la tentative d'assassinat à l'empoisonnement de mon cheptel, à des vols d'animaux, des dégradations diverses, privation d'électricité et j'en passe. On a tout mis à jour, notamment grâce au courage de celui qui m'a sauvé la vie et qui m'a permis de percer le plafond de verre médiatique que Monsieur Baillet fait peser sur toute l'Occitanie, à savoir Papacito, l'écrivain et youtubeur que vous avez déjà reçu chez vous. Tout à fait, oui. Que je salue et que je remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et donc aujourd'hui, il y a quelques semaines en arrière, du coup, quand mon cheptel a été abattu. Oui. Oui, dites-moi. Non, Pierre-Guillaume Mercadal, quand mon cheptel a été abattu, il a lancé une cagnotte. Oui. Qui a donc atteint le demi-million d'euros, sans aucune publicité. D'ailleurs, la seule chaîne de radio qui en a parlé, c'est la vôtre. Vous avez lancé une cagnotte. Juste Pierre-Guillaume Mercadal, pour revenir à ce que vous avez dit. D'abord, je le dis parce que c'est coutume. Si la Dépêche du Midi ou Jean-Michel Baillet veulent répondre, écoutez, ils peuvent tout à fait répondre. L'antenne est ouverte. Maintenant, ce que je voudrais savoir, Pierre-Guillaume Mercadal, vous êtes sûr quand vous dites votre cheptel a été empoisonné parce qu'il y a eu un cochon malade, si j'ai bien compris au départ. Racontez-nous. Non, en fait, il n'y a pas eu un cochon malade au départ. Non, c'est la prophylaxie annuelle qu'on est obligé de faire sur les élevages qui a détecté une maladie. D'accord. Maladie dont il n'y a pas de cas à des centaines de kilomètres aux environs. D'accord. Et sur les, je sais plus, 5000, je crois, sangliers abattus dans mon département cette année, aucun n'était porteur de cette maladie qui est extrêmement contagieuse. Oui. Donc pour nous, c'est criminel parce que vu tout ce qu'on a pu vivre et vu toute l'histoire, j'entends que pour vos auditeurs qui me connaissent pas, ça puisse avoir l'air rocambolesque, mais vu tout ce qu'on a vécu, c'est absolument cousu de fil blanc. Puis si vous voulez, le mois où je dois enfin lancer mes productions de charcuterie après toutes les embûches que j'ai eues, c'est le mois où on m'abat mes cochons. Et sachant que quelques mois avant, on m'en a assassiné par balle et avec du poison. Donc, ah oui, carrément. Vous avez parlé de Monsieur Baillet, Monsieur Baillet ainsi que le maire de ma commune. Si jamais ils voulaient répondre ou qu'on fasse un débat, je serais ravi que ce soit sur vos ondes, mais ces gens se cachent. Et aujourd'hui, ces gens, je vous dis, me poursuivent pour cyberharcèlement ayant altéré leur qualité de vie. Alors, Pierre-Guillaume Mercadal, on verra s'ils répondent ou pas. Écoutez, ça, c'est, en tout cas, on l'a dit, l'invitation est lancée, mais moi, je voudrais revenir sur votre cas et sur ce qui s'est passé avec la cagnotte, parce que c'est ça que je trouve tout à fait passionnant, et votre réaction, et ce que vous allez faire maintenant avec. D'abord, votre cheptel était combien de cochons? 104. J'avais 104 animaux. 104 animaux. Alors, vous dites qu'il y a eu qui ont été abattus par balle, certains. Oui, oui. Il y en a eu 5 abattus par balle et 1 empoisonné en tout début d'année au mois de janvier. D'accord. Donc après, votre cheptel est décimé, effectivement, et vous lancez, enfin avec Papacito, vous lancez une cagnotte, et cette cagnotte a, si j'ai bien entendu et compris, a rapporté près de 500 000 euros. Pas de petits dons, elle est encore ouverte à l'heure où on parle. Oui. Elle atteint actuellement les 515 000 euros.
Et si on veut, parmi nos auditeurs, certains veulent participer, ils vont où? Faire des dons pour la cagnotte. Ça s'appelle Sauvons la ferme des cochons laineux. D'accord. Sinon, ils peuvent aller retrouver la vidéo explicative parce qu'avant de donner, le mieux c'est quand même qu'ils se fassent leur avis. Bien sûr. Ils peuvent trouver toutes nos vidéos sur l'Arche de Montjoie sur YouTube ou sur Instagram à la ferme des cochons laineux. Alors justement, donc, si vous voulez, oui, mais allez-y, je vous en prie. Pour en revenir donc à ce qu'on va faire avec cet argent, nous ce qu'on espérait au début c'était 50 000 euros parce qu'en fait avec les indemnisations de l'État, vu que c'est l'État qui m'abat mon cheptel, c'est pas des histoires d'assurance, là c'est l'État qui indemnise. Oui. Avec les indemnisations de l'État, je pouvais pas remettre un cheptel, donc on demandait 50 000 euros. On en a levé plus de 10 fois plus. Mais donc en gros moi je ça. me suis plafonné sur cette somme à 125 000 euros. Oui. J'en ai reversé parce que donc du coup j'avais dit aux gens que je mettrais la moitié de la somme dans la création d'un genre de SAMU social pour aider le monde agricole. Oui. Donc on a là je vais y venir. Et donc en gros au final j'ai gardé 125 pour moi, j'ai reversé 125 de façon privée et tout ce qu'il y a au-dessus ça part pour le SAMU social. Donc à l'heure actuelle, on est déjà sur 260 000 euros pour le SAMU social, qui va donc s'appeler Sésame. Donc comme le sésame, la céréale, et aussi pour Sésame pour l'aspect religieux. Oui. Donc ça veut dire service d'entraide et de soutien agricole et de maintien des exploitations sensibles. Donc notre but c'est de lutter contre les suicides parce que j'ai compris comment on pouvait penser très sérieusement à le faire et puis le faire sans le dire à personne, quoi. Vous y avez pensé, vous? Avec ce que j'ai vécu. Vous y avez pensé, vous? Pierre-Guillaume Mercadal, pour vous? Quand on m'a annoncé qu'il fallait tuer mes animaux, oui, clairement, oui. Ça a été un moment très compliqué. Ouais. Mais ça m'a fait réaliser, du coup, moi, j'avais peut-être cet a priori ridicule, mais je pensais que le suicide, c'était quelque chose un peu adolescent, un peu... Et quand on est submergé par un truc et où on veut juste que tout s'arrête, que ça s'éteigne, on comprend, on voit les choses très différemment. Ouais. Donc le but, c'est, pour nous maintenant, ça va être d'aller chercher le statut d'utilité publique. Donc en fait, on a fusionné avec une association qui s'occupe déjà d'aider les paysans dans nos départements en difficulté, mais qui avait peu de trésorerie. Donc on y amène cette trésorerie. Maintenant, on veut le statut d'utilité publique pour que les dons puissent être défiscalisés. Ce serait la première fois qu'une association qui aide les paysans aurait ce statut. Ça nous permettrait du coup des dons défiscalisés à 75% sans limite. Donc de lever littéralement des millions d'euros et de diminuer drastiquement les suicides, parce qu'on parle d'environ 200 suicides de paysans par an. Oui. Et ça, c'est ceux qui réussissent, c'est-à-dire c'est les morts. Oui, on ne parle pas. Il y en a beaucoup plus. Ouais. Ça, c'est terrible. Mais alors, justement, oui. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Alors, à côté de ça, ce qu'on veut aussi, c'est amener un... Non, justement, je vais vous demander qu'est-ce que vous voulez en faire de ce SAMU agricole, de ce Sésame, parce que effectivement, compte tenu de ce qui se passe avec les agriculteurs, en tout cas certains, vous parlez des suicides, mais il n'y a pas que les suicides justement. Vous voulez en fait que ça couvre presque tout le territoire ou commencer par le Tarn-et-Garonne et se répandre? Alors l'idée c'est de commencer par un peu tout le sud-ouest, donc être interdépartemental avec les départements limitrophes autour de nous, donc le Gers, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn, etc. Oui. Mais d'obtenir, en fait, on a écrit à tous les partis politiques et on commence à recevoir pas mal de soutien. Il y en a encore un certain nombre aux abonnés absents, mais on a eu plutôt des échos sympathiques. Notamment, qu'est-ce que je peux vous dire, le parti Horizon par exemple d'Édouard Philippe, le Rassemblement National, un soutien très sympathique aussi de Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, un soutien un peu timide mais très positif quand même du Parti Socialiste. Voilà, donc c'est parce que nous le but c'est d'être vraiment apolitique et de s'occuper de sauver les paysans en fait. C'est pas un parti politique, c'est pas voilà. Mais Pierre-Guillaume Mercadal, justement, sauver les paysans, aussi un soutien. De sauver, justement, je vous posais la question, sauver les paysans concrètement, vous l'êtes, vous-même, vous êtes éleveur, etc. Pour vous, quelles sont les mesures urgentes avec ce que vous avez déjà récolté, j'espère que vous récolterez, bien sûr, avec Sésame. Quelles sont les mesures les plus urgentes, en tout cas, à prendre par rapport à ce qui se passe? Nous, localement, ça va déjà être de créer plusieurs emplois afin d'organiser tout ça, de fédérer tout ça, parce qu'il y a donc les suicides, mais il y a aussi toutes les exploitations qui coulent. Donc amener un soutien fiscal, un soutien juridique pour ceux qui ont des problèmes.
Et donc, on propose aussi des sièges dans notre association au service de l'État, donc à la DDT et la MSA, pour être totalement transparent et pour qu'ensemble, en fait, on puisse aller trouver un maximum de cas en difficulté, les prendre le plus tôt possible et les accompagner sur ces 3 volets. Si on obtient le statut d'utilité publique, ça veut dire qu'on aura beaucoup plus facilement des millions d'euros, donc on pourra devenir national, vraiment aider toute la France, reprendre tout un tas d'associations et les financer, et peut-être apporter même une aide financière directement aux paysans. Mais nous, ce qu'on veut, c'est déjà leur amener un soutien juridique, fiscal et social, les aider par exemple à prendre quelques jours pour éviter de craquer et qu'on fasse tourner leur ferme pendant ce temps. Enfin, ça va se manifester sous tout un tas de formes, et ça, c'est un truc qu'on va créer avec. Dans cette association, vous avez beaucoup de paysans bénévoles, mais vous avez des gens qui sont pas paysans, vous aurez les services de l'État et vous avez tous les syndicats agricoles de manière intersyndicale pour que vraiment on crée ensemble une charte pour aider les gens, voilà, qu'il n'y ait pas de différence de traitement. Si vous voulez que tout le monde soit logé à la même enseigne, quelle que soit la production, l'orientation politique, voilà. Et je me permets de faire une petite parenthèse pour remercier votre sponsor. Et je peux jurer à vos auditeurs que c'est un hasard absolu, parce que vous êtes sponsorisé par Terre de France, et la première société qui m'a contacté pour faire un don à notre association, c'est Terre de France, qui s'est engagée à donner prochainement 1000 euros. Donc c'est extrêmement gentil à eux, donc j'en profite pour les remercier ici. Écoutez, j'en suis ravi, et on les remercie aussi, et j'en suis ravi pour vous. Mais qu'est-ce que ça vous a fait, Pierre-Guillaume Mercadal, parce que j'ai trouvé ça assez formidable. Vous attendiez à avoir 50 000 euros quand la cagnotte a été lancée, et vous en avez eu près de 500 000, et aujourd'hui c'est plus de 500 000. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, personnellement, quand vous avez vu que les gens, des gens je pense de partout, répondaient de cette façon, avec cette ampleur? Qu'est-ce que ça nous a fait, parce qu'alors il y a tout un historique. Il y avait déjà eu il y a 2 ans en arrière une autre cagnotte par rapport à tout ce que je vis toujours avec Papacito qui a géré ça, etc. Parce que contre Monsieur Bailey, entre les procédures judiciaires et le reste, c'est faramineux. Ça fait déjà extrêmement chaud au cœur. Ça nous dépasse parce qu'en fait, ces gens ont le pouvoir de la presse, de l'argent, etc. Mais en fait, nous, on a le soutien populaire de manière c'est même pas soumis au débat, donc ça fait très chaud au cœur. C'est ça qui tient debout. J'ai reçu des dizaines de milliers de messages de soutien. Enfin, il y a presque 30 000 donateurs. Enfin, c'est colossal. Enfin, ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est énorme. On est un peu moins de 30 000, mais on doit être à 26 ou 27 000. Et donc du coup, ce qu'on vit, j'ai même pas les mots pour vous décrire ce que ça fait. Mais ce qui est le plus fort, on va dire, c'est qu'on se sent une responsabilité, en fait, de pas décevoir ces gens, et en fait, c'est tellement grand ce que les gens nous donnent qu'on doit en faire quelque chose de plus grand, et qu'on doit prêcher par l'exemple. Et moi, j'ai du mal un peu avec les solutions nationales et avec le cinéma un peu politique qu'on peut voir de temps en temps, mais je crois au changement en prêchant par l'exemple et en changeant les choses localement. Et donc voilà, j'estime que c'est à nous de rendre tous les gens qui ont donné fiers, que personne regrette son don, mais que carrément les gens en soient fiers, et que on crée un mouvement de départ pour beaucoup de choses, parce qu'on a envie aussi de lancer des projets associatifs, on a envie aussi de financer avec cette association une application et site internet en même temps. Il y a des ingénieurs informaticiens qui se sont proposés pour ça. Pour créer une application qui vous permette en fait d'être géolocalisé, qu'on vous dise où sont autour de vous tous les magasins de producteurs, tous les paysans en vente directe autour de chez vous, pour pouvoir créer directement du lien, que les gens connaissent leurs producteurs, qu'ils achètent moins cher du coup, et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Une vraie mobilisation générale, c'est très important. Vous allez reconstituer quand même votre cheptel, vous allez reprendre... Ah oui, dès ce mois-ci. Dès ce mois-ci. Et il faudra combien de temps pour que on puisse bénéficier de la charcuterie des cochons laineux? Mais c'est... alors pour bénéficier de la charcuterie des cochons laineux, ça va être juillet-août, j'espère. Hein. Normalement, il n'y a pas de souci. Juillet-août, on sera bon. Formidable. Eh bien, on prend ce rendez-vous. En tout cas, ce qui est juste... Oui, dernière question, puisque vous êtes dans le sud-ouest. Que pensez-vous de la mobilisation par rapport à la frontière espagnole, ce qui se passe là-bas? Vous en pensez quoi? Elle a mon soutien absolu. Je suis moi-même membre de la coordination rurale, donc voilà. Non, cette manifestation a tout mon soutien. Il va y en avoir beaucoup d'autres, et
Vous savez, si on n'est pas entendu, là, on joue la survie du monde agricole, on joue la souveraineté alimentaire de la France, parce que personne n'a l'air de réaliser que là, si l'État va au bout de sa nouvelle loi agricole et de ce qui est déjà en place avec les accords de libre-échange, c'est la fin de la souveraineté alimentaire et après, on sera une marionnette qu'on fera danser comme on veut. Ouais. Donc, pour l'avenir du pays, c'est fondamental et je vous garantis, Monsieur Berkoff, que si rien ne bouge, d'ici la fin de l'année, il va y avoir des choses terribles. Mais quand je vous dis terrible, c'est terrible. Hein. Il y a des paysans qui sont prêts à aller en prison. Hein. Oui, vous dites c'est que terrible. Hein. Vous dites il faut voir ce qui se passe sur le terrain. C'est oui, infernal. Vous dites que le feu couvre sous la cendre, que rien n'a été réglé après le salon, etc. Voilà. Oui, non, là, le feu couve sous le bidon d'essence, en fait. Ah ouais, carrément. Et je vous assure que cet hiver, si rien n'a été fait, ça va être terrible. Hein. Mais vraiment. Hein. Mais écoutez, espérons que vous soyez entendus. Trop tard pour pleurer. Hein. Oui, je veux dire, espérons vraiment que vous soyez entendus, Pierre-Guillaume Mercadal. En tout cas, ce qui est très intéressant et très encourageant, c'est que voilà, des milliers, des dizaines de milliers de personnes se mobilisent quand il faut se mobiliser. Et je crois que c'est une très bonne chose. En tout cas, on suivra évidemment ce qui se passe. Et puis, rendez-vous en juillet pour la charcuterie des cochons laineux. À très vite. Merci Monsieur Berkoff. Merci Pierre-Guillaume Mercadal d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes éleveur de cochons à Montjoly dans le Tarn-et-Garonne. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff, direction l'Assemblée nationale. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Je ne sais pas si c'est l'approche des élections européenne ou l'approche du débarquement ou autre, mais on sent que la fièvre monte à El Bourbono. Le El Bourbono, bien sûr, c'est l'Assemblée nationale. Et puis, là où se caractérise, en tout cas, du point de vue du volume sonore, il faut le dire, qu'on les aime, qu'on les approuve, qu'on les désapprouve, les députés de la France insoumise. Écoutez, ça va barder. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Et ça y est, ils sont installés, Michel Fugain, ils sont tous installés, ils sont devant leur poste de télévision, ils sont devant les réseaux sociaux, et nous sommes au Palais Bourbon, les représentants du peuple sont là. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres et aux députés très excités. Pourquoi? Écoutez. Je vous remercie, monsieur le député. Chers collègues, Madame Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Mais je croyais que les choses étaient très claires et que vous aviez pu lire comme tout le monde notre règlement. Allez, s'il vous plaît. Eh ben voilà, c'est après Sébastien Deloglus, c'est Rachel Keke qui a brandi un drapeau palestinien en pleine enceinte, et évidemment ça a fait le charivari que vous voyez. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, rappel à l'ordre. Est-ce qu'elle va encore faire une sanction? On verra. Mais moi, il y a une chose, en fait, on va être très clair. Moi, je dis ou aucun drapeau ou tous les drapeaux. Il se passe en ce moment dans le monde énormément de choses. Alors, écoutez, on va contenter tout le monde. Que les députés viennent avec le drapeau de leur cause. Drapeau ukrainien, drapeau russe, drapeau ouïghour, drapeau soudanais, car les massacres dans le monde, hélas, se suivent et ne se ressemblent pas, oui, quelquefois ne se suivent pas, ont lieu simultanément. Vous savez ce qui se passe aussi dans le Congo-Kinshasa, avec le Rwanda, 300 000 morts à mi-enfant, ce qui se passe à Gaza, terrible, il s'y passe partout. Alors, simplement, moi, je vais dire, à ce moment-là, ou pluralisme total de toutes les causes qui provoquent des massacres, ou
pas de drapeau du tout. Effectivement, en tout cas, c'est quand même assez, je dirais, assez préoccupant que les arguments n'existent plus chez nos chers députés. C'est vraiment à coup de qui fera le maximum de buzz pour avoir le maximum d'images. C'est intéressant, voilà. Est-ce que c'est le dernier neurone qui se bat avant l'avant-dernier? On ne sait pas. Mais ça continue encore et encore. Écoutez, on va passer à autre chose, là. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un cauchemar. Et c'est notre députée LFI, Ercilia Soudé, qui, effectivement, était dans un rassemblement de soutien à un militant convoqué par la police. Et voici ce qu'elle disait, Ercilia Soudé. Pourquoi on a besoin d'être là aujourd'hui? Parce qu'en fait, il est une évidence que le fascisme est une menace à éradiquer. Et moi... Ouais, bravo. Moi, en tant que gamine de 4 ans, je l'avais compris. Donc, je me demande pourquoi les adultes ne l'ont toujours pas compris. Je vous dis ça parce que, en fait, la première expérience politique que j'ai eue, c'était quand j'étais enfant. C'est vraiment ce qui a fondé ma conscience politique. Mon père, qui est journaliste politique, a été agressé par l'extrême droite. Et il a fini à l'hôpital. Et ça m'a tellement heurté que l'enfant que j'étais en cauchemardait la nuit. Et évidemment, avec ma conscience d'enfant, c'était compliqué de me représenter ces gens. Et moi, tout ce que je savais, c'est qu'il y avait Jean-Marie Le Pen. Donc forcément, c'était l'image de Jean-Marie Le Pen que je voyais dans mes cauchemars. Et que je voyais littéralement au-dessus de mon lit, là, comme ça. Imaginez la scène. Donc, en fait, véritablement, je pense que ce qui m'a motivée à m'impliquer, en fait, quand j'ai grandi, c'est cet événement fondateur qui a été l'agression de mon père par l'extrême droite. Voilà, agression de son père par l'extrême droite, oui, on peut comprendre que ça forme une prise de conscience. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est quand elle dit, voilà, j'avais 4 ans, et je cauchemardais, et je voyais Jean-Marie Le Pen, l'image de Jean-Marie Le Pen au-dessus de mon lit. C'est intéressant, parce que on va faire peut-être une consultation auprès de tous les gens qui sont allés en politique, ou à la conscience politique. Est-ce qu'à 4 ans, vous aviez des cauchemars, et qui vous regardiez au-dessus de votre lit? C'est vraiment intéressant, voilà. En tout cas, Ercilia Soudé, c'est Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est fini, Jean-Marie Le Pen, il est parti, hein. Il n'est plus en politique, Ercilia. Vous n'avez plus à vous préoccuper, il n'est plus là. Est-ce que simplement Marine Le Pen vous fait autant de cauchemars que Jean-Marie? C'est intéressant à savoir. Mais en tout cas, nous allons sonder les reins, les cœurs et les têtes des hommes politiques et les femmes politiques pour savoir à quel âge ils ont eu des cauchemars et qui était effectivement l'image qui les faisait hurler de terreur le soir dans leur sommeil. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Belle chanson anti-corrida de Francis Cabrel. Très très belle, effectivement. Alors, il y a eu un truc intéressant. Vous savez, on est toujours dans la veille des élections européennes et donc un peu partout, les candidats sont interrogés. Et là, c'était sur le site Vakida d'Hugo Clément qui a interrogé un certain nombre de Vakita, et interrogé un certain nombre de candidats et il a posé 2 questions auquel a répondu à Manon Aubry. Regardez, une première question, Manon Aubry et toutes les autres d'ailleurs, et Valérie Hayé, et Raphaël Glucksmann et d'autres. Et écoutez bien la première question, et écoutez bien la seconde question, et écoutez bien les réponses. Est-ce qu'il faut interdire la corrida, qui est illégale partout en Europe, sauf en Espagne et en France dans quelques départements? Non, je crois que ça fait partie des traditions, des coutumes qu'il faut défendre. Oui. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé à l'Assemblée nationale avec Aymeric Caron. Personnellement, j'y suis favorable. À l'interdiction? À l'interdiction, effectivement, mais je sais aussi que c'est la reconnaissance de culture en Espagne et dans le sud de la France, et donc il faut aussi préserver cela. Bah oui, parce que le bien-être animal, c'est essentiel. Est-ce qu'il faut interdire l'abattage sans étourdissement, qui consiste à égorger les animaux sans les étourdir au préalable, comme c'est le cas pour la production de viande halal et cachère? Oui, il faudrait le faire. Non, ce serait créer là aussi un élément de concurrence déloyale pour le secteur de l'élevage en France. Personnellement, je suis pour. C'est un sujet qui est compliqué. Après, je pense qu'il faut être aussi respectueux des us et coutumes, donc il faut réussir à trouver un compromis, ce qui n'est pas facile. Alors, franchement, j'ai pas travaillé la question. Je vous le dis très honnêtement, je réponds pas, je suis pas sûr. Ni oui ni non. Bah, je sais pas en fait. Voilà, il n'a pas travaillé la question, effectivement, avec Glucksmann. Bon. Mais ce qui est intéressant, ce sont les réponses de Manon Aubry. Sur la corrida, elle dit non, pas question, il faut interdire la corrida. D'ailleurs, je l'ai dit avec Aymeric Caron, il faut interdire la corrida. Très bien.
Et quand on lui dit, et l'abattage halal et cachère, sans étourdissement, l'abattage sans étourdissement, c'est une question embêtante, il faut respecter les us et les coutumes, c'est une question embarrassante. Ah bon, donc les us et les coutumes de la corrida qui existent depuis des siècles en Espagne et en France, ça, il faut absolument pas les respecter et il faut vraiment éradiquer ce cancer. En revanche, l'élevage, l'abattage des bêtes halal, en rite halal ou cachère, non, ça vous comprenez, les coutumes. Intéressant, hein, les 2 poids et les 2 mesures. Intéressant toujours, la géométrie variable. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, on revient dans un instant à 13h après les infos pour le face-à-face. André Berkoff reçoit Jean-Dominique Michel, à tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.